Bonjour tout le monde et bonjour aux nouveaux abonnés. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, comme tous les 2 semaines, on va parler du SP500, donc le marché américain, du Bitcoin et on terminera par l'Ethereum, donc par rapport au marché américain. On va y aller petit à petit. Donc comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, j'ai invalidé mes deux scénarios baissiers car on avait fait un plus haut en weekly sur cette mèche. La bougie weekly hebdomadaire avait ravalé la dernière baisse malgré la sortie du canal. Donc j'avais invalidé le scénario baissier. On est revenu réintégrer le canal de régression, on est bien le signe de tendance, et là on est en train de toper, donc de cogner sur cette résistance dynamique qui congestionne depuis 3 semaines le prix du SP500. Du coup, j'ai essayé de regarder encore plus long terme, une bonne régression avec un R person de 0,92, donc une tendance de fond très fiable pour voir ce qui pourrait se passer. Donc là, on arrive au sommet de cette tendance de fond et on va voir un petit peu comment ça play out. Soit on casse et là on repart sur un scénario bullish en mode du jamais vu, je pense. Sinon, on va plutôt revenir sur notre ligne de tendance autour des 4300 points pour Q2 2022. Voilà, donc on va voir. Tant qu'on est à l'intérieur du canal, je vais pas faire de plan. De toute façon, là, on va pas casser de suite, ni à la hausse ni à la baisse. Ça va se construire. Mais si on fait une sortie et on vient cogner, on arrive sous le canal de régression, on n'arrive pas à re-rentrer dedans, et qu'on vient aussi intercepter cette énorme tendance de fond qui date depuis 2016. Donc j'en ai testé plusieurs et j'ai pris celle qui avait la meilleure corrélation avec la tendance. Donc plus on est proche de 1, plus on est corrélé à la tendance de marché. Donc voilà, là on va voir, j'ai ces deux scénarios en tête pour l'instant, j'espère que ça va mûrir sur les prochaines semaines. Moi ce qui m'inquiète, pourquoi je garde ce scénario en tête, ce qui m'inquiète c'est que le VWAP, donc le prix pondéré par le volume, a toujours été assez pertinent et pour rattraper le SP500, et plus on s'en éloigne, plus ça fait un creux important que le marché va devoir retracer à un moment donné, quoi. Retracer à la baisse pour revenir sur une tendance à peu près normale, de normalité. Bon, même si rien n'est normal. On peut imaginer que lui va continuer un petit peu sa progression, arriver sur ces niveaux qui va générer un énorme cluster. On verra bien. Si vous voulez, le VWAP, il a quand même, si on regarde la crise de 2009, il nous sert quand même énormément de support. À chaque fois que le marché, que le SPI s'éloigne, on revient taper dessus. Attention à ça, à chaque fois qu'on s'éloigne, attention. Donc il faut, je vous rappelle, je radote, mais je vous rappelle, le SP500 c'est un indice qui est top, parce que tout simplement, quand le marché est incertain, les plus mauvaises capitalisations sont remplacées par des meilleures, donc l'indice monte. Quand le marché est bullish, l'indice monte, et en fait, il n'y a que une fois sur 3 que l'indice peut baisser. Voilà, donc par rapport au dollar, comme prévu, il est en train de price in, donc d'absorber une politique monétaire hawkish, donc avec des taux d'intérêt qui augmentent. Donc ça a été mis en place à l'avance au Canada. Beaucoup de pays sont en train de le mettre en place, de préparer une politique monétaire hawkish. Les États-Unis l'ont prévu pour 2023 pour l'instant sans date officielle. Le dollar américain commence à reprendre des couleurs, donc plus tôt que ce que je l'avais imaginé. Le CPI, donc c'est le Consumer Price Index, qui détermine l'inflation. Enfin, il y a plein de choses qui déterminent l'inflation, mais lui il en fait partie. C'est, si vous voulez, c'est le coût de la vie, pour faire simple, qui augmente. Donc attention à ça. Alors c'est normal que l'inflation augmente puisque on l'a fait augmenter artificiellement en imprimant des dollars. Si le calcul de l'inflation sans ces dollars imprimés, bah, il est plutôt dans la normale. Donc il faut faire attention à ce qu'on lit aussi dans les médias. Voilà, on est toujours en corrélation négative entre le dollar et le SPI. On est en hebdomadaire, donc c'est assez lent, parce que pour le coup là on voit que les deux ils montent. Quoi d'autre? Bon, notre RSI ressemble plus à rien. De toute façon le RSI c'est un indicateur qui est hyper relatif, donc avoir un RSI qui paraît en surachat depuis 4 mois, bah, ça veut presque plus rien dire, même. Donc je voulais plus regarder le RSI en daily, enfin en journalier. Maintenant je veux même plus le regarder en hebdomadaire, parce que là on sait même plus si on est en surachat ou pas. C'est trop relatif 14 bougies pour savoir où on est. Donc là, le RSI ne veut absolument rien dire. On va rester sur du trading de localisation en regardant nos régressions. Donc pour faire la transition
avec le Bitcoin. Le Bitcoin, on a eu des énormes mouvements ce week-end. Donc là aussi, on voit sur les réseaux sociaux un peu tout et n'importe quoi sur la corrélation entre le BTC et le SPI. C'est pas juste en regardant un chart, on a des outils mathématiques pour ça. Là, on voit que la corrélation, elle est honorable, elle n'est pas énorme entre les deux assets, on n'est même pas au-dessus de 0,5. Pour que la corrélation soit forte, il faudrait qu'on soit au-dessus de 0,8. Donc là, même si ça paraît corrélé, ça l'est peu. Enfin, ça l'est peu. Ça l'est, mais pas autant qu'on voudrait le faire croire. Petite chose sympa à voir, c'était le gap que nous avait fait le CME en 1 heure. On est venu taper dessus vendredi dernier. Voilà, c'était intéressant. On a rebondi dessus, c'était un gap bullish. Donc maintenant, on va partir sur le BTC. BTC, il y a eu du mouvement quand même la semaine dernière. Moi, j'ai été assez surpris par la volatilité en courte time frame. J'avais quelques positions longues ici. Je pensais vraiment qu'on allait consolider au-dessus tranquillement, puis éclater à la hausse. C'est pas fait de cette manière. Il y a quand même eu 2 gros événements. Le premier, ça a été un transfert de 20 000 ETH sur Kraken qui a, je pense, un petit peu aidé à faire sortir quelques petites baleines. Et il y a eu une baleine qui a clôturé pour 2 milliards de longs sur Bitfinex aussi. Donc je pense que ça a aidé à faire un petit effondrement brutal. Moi, j'ai rien vu de grave, en tout cas. Au niveau des momentum, j'avais pas validé une divergence baissière, tout simplement parce que le RSI avait reset dans sa zone d'équilibre. Et vu que le RSI, comme je viens de l'expliquer avant, est très relatif, on compare des bananes avec des pommes, donc ça n'a plus rien à voir. Il faut vraiment qu'on reste dans la partie haute de votre outil Momentum, qu'on fasse une première sortie plus haut, qu'on redescende à l'intérieur et qu'on ressorte pour valider une décélération des acheteurs, parce que c'est ça que montre le RSI. Donc là, ce qui s'est passé, on est venu retaguer notre ligne de tendance du gros canal de régression dans lequel on se trouve depuis le 20 juillet, depuis le 22 juillet, depuis le rebond. Donc il nous a maintenu notre prix en tout cas. Il y avait un gros cluster ici parce qu'on avait aussi sur petite période de temps plein de petites résistances qui étaient dans ce secteur-là, donc ça a tenu le prix. Là on est en train de bloquer sur la moitié du canal, donc probabilité 50% que ça reparte ici, 50% que ça parte là, donc ça bloque le prix, vous avez une probabilité qui est nulle, enfin qui est égale à 1. Donc là, moi je pense que vu qu'on s'est quand même fait énormément secouer à ce niveau-là, on va rester quand même encore un peu de temps dessous, puis construire tranquillement, repartir à la hausse, tester le haut du grand canal de régression, venir le casser et aller vers notre objectif 87 000 avant la fin de l'année, je l'espère. Ça c'est vraiment le scénario bullish qu'on a depuis assez longtemps. Donc ça peut aller très vite et se faire de façon plus verticale. On va voir. Quoi d'autre ici? Donc même si c'était volatile en courte période de temps, time frame, en daily, c'est complètement l'inverse. On n'est pas du tout volatile, on est en train de contracter. On n'a pas vu ces niveaux de contraction depuis 25 octobre dernier, donc c'était le début du bull run. Donc là, on est vraiment contracté, donc ce niveau exactement, ouais, c'était début du bull run. Voilà, au niveau des volumes d'achat, on n'a pas eu de volume d'achat aussi haut depuis avril dernier, donc pour moi là j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et puis voilà, au niveau de l'open interest, bon, forcément, il est haut l'open interest. Il y a beaucoup de traders en futur, donc ça reste dangereux d'évoluer en futur. Mais pour les trades spot, en marché spot, il n'y a pas de risque. Et puis maintenant, on va passer à Ethereum. Alors pour notre ami Ethereum, il est mathématiquement parfait, hein. Il est dans un canal de régression quasiment égal à 1. Il vient à chaque fois taper les bords, soit du deuxième écart type, soit du troisième. Encore une fois là, moi je déconseille de vendre cette année aux 5000 $. On verra bien ce qui se passera quand on y sera, mais vu la congestion qui est en train de devenir de dingue au niveau de la volatilité, et les volumes d'achat qui sont positifs depuis 1 mois et demi, attention, on est sur un pré-éclatement quoi. Donc même s'il y a eu cette histoire de la fondation Ethereum qui a envoyé 20 000 Ethereum sur Kraken, et la whale sur Bitfinex qui a clôturé je crois pour 2 millions, attention en face il y a le système de burn d'Ethereum, enfin déjà il y a des acheteurs au niveau des volumes, et il y a le système de burn quoi. Je crois que depuis le début de la mise à jour EIP, là c'est en 30 days, all time, ouais on est à 900 000 ETH brûlés quoi, je crois que ça fait 4 milliards, je sais pas fait le calcul, mais
c'est assez énorme. Donc ça compense largement ces mouvements. Et savoir que des whales sont en train de préparer des ventes, ça veut dire aussi qu'on arrive, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, dans une phase de distribution. Elles peuvent prendre des profits que lorsque tout le monde achète pour écouler des énormes volumes. Donc c'est pendant des phases explosives de montée qu'elles vont sortir petit à petit, et ça sera racheté par nous, les retail. Néanmoins, si ça éclate, on viendra faire une mine réversion sur notre mine daily, notre moyenne journalière. Au niveau des volumes, même s'ils baissent, on est toujours au-dessus de ce qu'on avait depuis avril. Ah oui, la volatilité. Alors, on n'a pas eu une volatilité aussi extraordinaire depuis... Donc ça, c'est plus c'est turquoise, plus c'est avant un mouvement explosif. Depuis ici, donc juste avant le bull run, et ici, juste avant l'explosion des 200 à 400. Donc là, ça paraît ridicule, mais si vous mettez en log, t'es dans des zones quand même pas mal. À l'époque, c'était assez explosif, quoi. C'était du 100% de gain. Donc voilà, pour ETH, on target toujours notre cible de fin d'année. C'est normal s'il ressemble à rien, c'est parce que je suis en log. Des 6470 dollars, donc c'est une target d'extension de Fibo. De toute façon, vu qu'on est en price discovery, on peut rien faire d'autre que de l'auto-réalisation avec des extensions de tendance. Bon, pour conclure, j'ai pas mis de backslide cette fois-ci parce que déjà la vidéo est déjà un peu longue et j'ai déjà fait quelques petits backslides en vous présentant le burning sur ETH. Donc pour le marché des marchés boursiers US, je pense qu'on va rentrer dans une consolidation entre les 4800 et 4600 points, donc une consolidation horizontale, ça ressemble un peu à ça, si vous voulez. Donc on va rester sous le canal de régression que je vous ai montré, et on va tenter de le réintégrer petit à petit, et de casser cette énorme tendance de fond qu'on a depuis 2016 à la hausse. Donc là, si c'est le cas, ça va être très bullish pour l'an prochain. Si jamais c'est pas le cas, et que cette consolidation casse à la baisse, on ira visiter pour Q1 2022 les 4200 points. Très probable. Marché des crypto-monnaies, donc le BTC doit rester sur sa tendance de fond qui est actuellement 63 000 $. Donc c'est des niveaux qui sont dynamiques, donc attention. Pour l'instant, on doit rester au-dessus des 63K pour espérer enfin démarrer cette nouvelle leg jambe haussière jusqu'aux 86 000. Pour ETH, lui, qui repose quand même sur son bas de canal, pour les deux, là, je pense que ça va se faire tranquillement. Hein. Cette semaine, ça va pas être agressif. Même si l'history volatility, donc je vous l'ai montré, l'indicateur de toutes les couleurs est turquoise, que ce soit pour le BTC et le ETH, donc ça va indiquer un mouvement très explosif. En tout cas, jusqu'à les prochains jours, là, les 2-3 prochains jours, je pense que ça va être calme. Néanmoins, ETH, il doit rester, pendant cette période de calme, au-dessus des 4550 $ et éviter toute clôture en dessous de ce canal. Voilà, sinon ça pourrait accélérer très rapidement aussi vers le bas. Ça sera tout, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. À dans 2 semaines, du coup. Au revoir et pensez à vous abonner.